Et bonjour tout le monde, salut Bastien, Salut Enzo, tu vas bien? ça va et toi? Ben écoute, ça va super, ravi de faire ce nouveau live à tes côtés. J'espère que tout le monde nous entend bien, nous voit bien, surtout il voit bien l'écran. Donc comme d'habitude, s'il vous plaît dans le chat, si vous pouvez nous faire un petit coucou et nous dire si vous nous entendez bien et recevez bien. Ce nouveau live aujourd'hui avec Bastien, qui devait avoir lieu ce soir, mais qu'on a dû décaler à midi pour des contraintes personnelles. Donc promis, votre temps de repas sera bien utilisé. On est là aujourd'hui pour un peu la suite, hein, Bastien, du live qu'on a fait précédemment tous les deux, qui était relatif à la DP600. Aujourd'hui, on va parler de la DP700. C'est la nouvelle certification qui avait été annoncée déjà en fin 2024 sur Microsoft Fabric, qui avait été annoncée en bêta et dont quelques personnes de la communauté avaient pu bénéficier. Ça y est, la DP700, elle est officiellement en release et tout le monde peut la passer, peut la préparer et peut ou non l'obtenir. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Bastien avec nous qui a passé cette certification et l'a réussi haut la main. Donc, moi, je ne l'ai pas passé encore, ce certif. Donc, ce sera surtout Bastien qui va nous faire son retour d'expérience. Et je serai là aussi un peu pour animer le débat, lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas, c'est encore un moment d'échange pour vous transmettre les connaissances de Bastien. Moi aussi, vous donner quand même deux, trois infos et qu'on puisse faire des parallèles sur le sujet. Et voilà, on va dérouler une petite présentation et on fera à la fin, comme d'habitude, un petit quiz pour préparer tout ça. Ouais. Avant toute chose, Puis Bastien, je te propose. Ouais, vas-y. non, non, mais c'est aussi un retour d'expérience. Puis en plus, je l'ai pas réussi haut la main parce que j'ai pas eu un. Enfin, j'ai eu un score, je crois, de 790 parce qu'elle était quand même compliquée. Mais voilà, ouais, c'est pour échanger sur le sujet pour ceux qui veulent la passer là prochainement. Vous donner un peu les petits tips et astuces de l'assertif et comment moi je le vois par rapport aussi à la DP600 on avait aussi fait un live par rapport à ça, la Ouais, différence, voilà. super. Donc, n'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, des interrogations, des imprécisions, vous nous dites en commentaire et on y répondra avec plaisir. Bastien, je te propose qu'on se représente rapidement en deux mots ce qu'on fait Ouais, au quotidien et au moins on pourra démarrer. ouais, pas de souci. Bah, du coup, moi je m'appelle Bastien, du coup je suis consultant data analytics au sein de l'entreprise Delaware, du coup dans la même boîte que Enzo. Et dessus, en fait, on travaille notamment sur l'outil Microsoft Fabric, qui est un peu l'outil, la solution en fait qui est proposée par Delaware sur le côté MS, donc Microsoft, en data. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Et aussi, je fais quelques posts du coup sur LinkedIn où je partage du contenu sur le domaine. Un peu comme Enzo, mais peut-être autre format quand même, mais du même principe. Voilà, je partage quelques tips ou astuces sur des concepts. Yes, donc ça veut aussi dire n'hésitez pas à aller suivre Bastien, il fait du bon contenu, de plus en plus orienté sur Microsoft et notamment sur Fabric. Donc si c'est une solution qui vous attire, n'hésitez pas. Et voilà, moi pour me présenter en deux mots, donc Enzo Rido, je travaille aussi comme Bastien pour la société Delaware. Moi je suis plutôt côté offre, donc je porte l'offre Microsoft Data, qui est principalement articulée autour de Microsoft Fabric. Et voilà, ça fait 12 ans que je fais ça. Et en parallèle, comme Bastien, je participe aussi à la communauté au travers de ces lives avec un podcast dédié à Fabric qui s'appelle House of Fabric, un blog aussi et une chaîne YouTube qui contient surtout des replays, des lives que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Voilà. Bon, normalement, vous me connaissez parce que vous êtes sur ma page LinkedIn, donc, mais au cas où, pour remettre un peu de contexte. C'est vrai que tu fais Bastien, beaucoup de choses, hein. ouais, un peu trop même. Tu Un fais peu beaucoup de trop. choses quand même. Ouais, c'est pour ça, d'avoir des personnes comme toi qui prennent le relais petit à petit, c'est top. C'est génial. Bastien, je te laisse présenter l'assertif DP700. On rentre dans le vif du Ouais, sujet. À quoi ça voilà. sert, pourquoi, etc. Donc, comme il l'a dit Enzo, en fait, la DP700, elle était en bêta fin 2024 et elle est sortie officiellement en GA fin janvier, je crois le 20 janvier, quelque chose comme ça. Donc, l'objectif derrière cette nouvelle certif, en fait, c'est un nouveau jalon en fait dans le parcours un peu Microsoft de la part enfin Microsoft Fabric de la part de l'éditeur, où on va plus être focus sur la data engineering.
contrairement à la DP600 qui est vraiment, qui couvre en fait tous les outils de fabrique de manière assez générale, même si elle est quand même assez difficile. La DP700, on va plus être orienté sur l'ingénierie de données. Donc voilà, c'est l'objectif de la certif, c'est plus avoir un contexte un peu plus technique de Fabric, ce qu'on peut faire avec Fabric, et aussi d'introduire les nouvelles fonctionnalités en profondeur. Je pense par exemple au real-time, où il y a quand même pas mal de real-time dans la certif. Elle s'adresse notamment notamment aux data engineers principalement. Je pense que c'est clairement la cible définie par Microsoft. Complètement. Et c'est important aussi à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la DP600, je pense, par rapport à la 700, elle est plus accessible car moins spécialisée. On est plus sur une overview globale de fabrique. Ça reste compliqué parce que c'est très vaste. Mais la DP700, pour le coup, c'est vraiment, c'est dans le titre, c'est la Fabric Data Engineer Associate. Et comme l'a justement dit Bastien, on est sur des profils data engineer. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes data analyst ou data scientist, vous n'avez aucune chance de la passer. Bien évidemment que non. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions d'ETL, ELT, que vous n'êtes pas à l'aise avec la sécurisation de ces solutions, sur toute la partie surveillance, optimisation, orchestration, des workloads, des pipelines, ça ne vous aidera pas. Voilà. Donc, gardez bien en tête qu'il faut quand même avoir ces connaissances-là, ces notions-là, pour pouvoir aller un peu sur le sujet. Ouais, mais tu vois, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la DP600, finalement, elle n'est pas si facile que ça parce que justement, elle couvre en fait un large panel dans Fabric, contrairement à la DP700 qui est un peu plus focus sur certaines expériences ou certains concepts. Ce qui fait que la DP600, finalement, elle est quand même assez compliquée parce que justement, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à connaître en fait. Ok. Ouais, donc, mais est-ce que du coup, moi je me dis, sur un prisme vraiment purement technique, si tu es un data eng, la DP700 va te paraître plus accessible, alors que si tu es un data analyst, la DP700 par rapport à une 600 qui est certes une overview, mais la DP700 est quand même très spécialisée, tu vois, sur le KQL, sur le PySpark, etc. Si tu n'as jamais touché ça, bon, après, dans tous les cas, en DP600, on a quand même beaucoup de PySpark aussi, donc bon, voilà, ça peut poser problème. Mais ok, je vois le point. Je vois le point. Ouais, non, mais complètement d'accord avec toi. Il faut quand même avoir quelques notions d'engineering de données au préalable. Pour moi, c'est nécessaire ouais, quand même. Ok. Allez, et du coup, ça se passe comment cette certif? Alors, comme toutes les certifications Microsoft, il y a entre 40 et 60 questions, notamment des questions sous forme de QCM. Alors, on a une première partie, ça va être des QCM, une question, on aura un contexte avec un contexte un peu métier, etc. Et on aura des choix de réponse. Le deuxième type de format, c'est des bouts de code. En fait, c'est des gros bouts de code où on va devoir compléter, en fait, faire du drag and drop. On a des bouts de code à mettre dans les trous, en fait, sur le gros bout de code qui est écrit dans le contexte. Et le troisième format, c'est le use case. Il y a une étude de cas. Moi, ce que j'avais noté sur la DP700, c'est que l'étude de cas, c'était une plus grosse étude de cas que sur la DP600 ou les autres certifs Microsoft que j'avais passé, parce que notamment, il y avait 10 questions sur l'étude de cas. Donc, ce qui est quand même, en sachant que je me rappelle plus exactement, j'ai eu combien de questions, mais j'en ai eu à peu près peut-être à 50, je dirais, ce qui fait quand même, ça fait un cinquième des questions qui sont sur l'étude de cas. Donc, une étude de cas, on va avoir potentiellement le contexte, des prérequis, des Un tables. schéma d'infra aussi, des fois. Un schéma d'infra aussi, parfois. Voilà. C'est assez complet. Donc, on va revenir par la suite sur les petits tips. Mais sur l'étude de cas, il faut aller vite quand même. Parce que c'est bien séparé. Il y a les questions, avec différents formats de questions, mais il y a les questions en premier et après, à la fin, il y a l'étude de cas. Et on ne peut pas switcher entre les deux. C'est d'abord, on fait les questions et après, on fait l'étude de cas. Donc, c'est délimité dans le temps, quoi. L'étude de cas aussi. Ok. Oui, bon, c'est vrai que le format, il change pas trop, mais c'est vrai que si on a beaucoup plus de questions sur l'étude de cas, ça montre aussi quand même la complexité parce que l'étude de cas, c'est pas du théorique.
C'est pas du binaire comme on pourrait l'avoir avec les questions classiques. Là, pour le coup, il faut étudier, réfléchir à optimiser au mieux. Donc, très souvent, vous allez avoir des réponses straight to the point où vous dites ah putain, cette réponse-là, c'est ça. En théorie, c'est ça. Mais pour le contexte client, c'est pas ça du tout. Parce que pour le contexte client, il n'a pas la bonne infra, ou il n'a pas la bonne stratégie data, ou parce qu'il ne veut pas en faire et que c'est précisé dans l'étude de cas. Gardez bien en tête que dans l'étude de cas, vous avez quand même beaucoup d'informations et que c'est tout autant important de bien prendre en compte cette étude de cas, donc de bien la lire, la relire, la comprendre, etc., avant même de répondre aux questions. Voilà. Ouais, clairement. Attends, Et du juste. coup, ouais, vas-y, je voulais terminer sur la. Ouais. Ouais, je voulais juste rajouter aussi, il faut avoir 700 points au minimum. On peut le réaliser dans un centre d'examen ou avec l'application OnView qui permet de le réaliser à distance. Ouais, Voilà. Et Person View, ouais, tout à fait. Okay. voilà, petit détail. Ouais. Et à distance, sachez que vous avez beaucoup de créneaux à distance, hein, donc vous pouvez même le faire en pleine nuit à 3h, 4h du matin. C'est beaucoup plus simple de le faire à distance qu'en présentiel. Et d'ailleurs, tout ce que je disais précédemment dans mes derniers lives sur la PL300 ou sur la DP600, donc les conditions pour repasser l'examen, le nombre de fois que vous pouvez louper, etc., elles s'appliquent aussi à la DP700. Gardez en tête que grosso modo, toutes les conditions générales sont les mêmes pour la DP700. Bon, du coup, dans cette certif, on mesure quoi exactement, Bastien? Alors, il y a 3 gros points que Microsoft a voulu mettre en avant. Il y a le premier bloc, c'est mettre en œuvre et gérer une solution d'analyse. Donc, dedans, on va avoir tout ce qui concerne les espaces de travail, les pipelines de déploiement, le cycle de vie dans Fabric, avec voilà, tout ce qui est pipeline de déploiement, GitHub, Azure DevOps. On aura aussi un aspect sécurité et gouvernance. Donc, ça va être tout ce qui est partage, par exemple, d'un lakehouse, comment on peut bien administrer un espace de travail, ou par exemple un domaine ou un sous-domaine, qui est par exemple ce domaine qui a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu confirmes, mais je crois que c'est ça. Ouais. Ça n'a pas trop longtemps, donc voilà. Ça va être toute cette partie-là. Donc ce premier bloc-là, il est important parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur des questions de gouvernance, de configuration voilà, d'espace de travail, domaine, toutes ces choses-là, sans oublier toute la partie pipeline de déploiement et GitHub qui vont tomber. Il y aura forcément 2-3 questions sur les pipelines ou le versionning, quoi. Ok, mais très important aussi, parce que le versionning, ça fait partie des features qui sont quand même très mises en avant de la part de Microsoft. Donc, maîtriser cette partie-là CI/CD. Déjà, c'est quoi la CI/CD? À quoi ça sert? Ce développement continu, cette intégration continue, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que la CI/CD, ce n'est pas des concepts propres à la data, hein, des concepts qui existent depuis toujours. Comment ça se traduit dans Fabric, au travers de Git, au travers de Azure DevOps, etc. Donc, maîtrisez bien ça. Et en fait, même au-delà de DP700, ça va devenir un prérequis pour Fabric, enfin pour vous, en tout cas pour les développeurs, de bien maîtriser cet aspect-là. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, même que ça soit à la base, c'était pour les devs, mais maintenant en data, on l'utilise tout le temps. Et c'est implémenté dans toutes les data platforms. Donc en dehors de Fabric, à la fin, comme tu as dit, en fait, ça va devenir un prérequis de maîtriser. Compétences. Ouais. Ça. Ok, super. Et du coup, tu voulais faire des focus sur certains concepts justement qui étaient bien, je présume, bien challengés sur le sujet. Ouais, alors juste, ça ne dérange pas si je peux revenir juste sur l'autre stage, je présente 2 minutes là, voilà, le deuxième bloc et le troisième bloc rapidement. On va revenir sur la slide que tu as montré juste avant, mais le deuxième bloc, ça va plus être sur l'ingestion et la transformation de données, notamment avec l'utilisation des pipelines. Quelle est la meilleure solution entre faire une pipeline ou utiliser un Dataflow Gen 2. Après, on aura toute la partie transformation de données pour du streaming avec du KQL, etc. Ou du PySpark sur du notebook, par exemple. Et le troisième gros bloc, ça va être plus voilà, des questions sur les erreurs, comment on peut optimiser la performance des queries sur du TSQL ou sur du Data Warehouse, Lakehouse, etc. Voilà. Ok.
Et c'est vrai que et c'est là, je pense aussi un peu la difficulté, c'est que, bah, typiquement le KQL, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, hein. Donc le Custo Query Language, qui est de base était utilisé, je sais plus, je crois que ça s'appelait, dans Azure Data Explorer ou je sais plus exactement. Un langage maintenant qu'on vient exploiter dans le composant Real Time Analytics de Microsoft, qui permet de venir interroger en temps réel des données, ou de les stocker dans du KQL database, de mémoire aussi. On a une syntaxe très particulière sur ce KQL avec une structure en pipeline, je crois, de mémoire qui vient de se séquencer avec des opérateurs, etc. Donc, si vous n'avez jamais fait, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, le KQL, typiquement. Donc, honnêtement, je pense que les principes même du KQL se comprennent très bien, notamment si vous avez du SQL, TSQL, etc., parce qu'il y a quand même des équivalences, hein, notamment le where, etc. On n'a juste pas de select en KQL, c'est project en KQL, le select, je crois, un Ouais, c'est truc du ça. genre. Voilà. C'est ça, c'est Donc, ça. voilà. Donc, il y a des petites similitudes. On fait la même chose, mais avec un langage différent. Donc, intéressez-vous-y parce que, bah, d'une part, dans Fabric, le real time, c'est une super expérience. Et en plus, bah, c'est challengé sur la DP700. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'après, le langage en tant que tel, il est pas non plus hyper compliqué. Mhm. Ça ressemble beaucoup à du SQL et il est assez lisible, je trouve, pour un langage. En fait, il ressemble beaucoup à du SQL, donc un langage un peu Mhm. pour la base de données. Donc, Ouais, et c'est ça le piège aussi, que ça ressemble tellement au SQL qu'on peut se dire que bah, ton select, c'est un select en KQL, et ben non. Par exemple, ouais, le group by, c'est Summarize, ou je sais plus lequel c'est en KQL, mais voilà, il y a des choses, c'est similaire, mais sur des points d'attention, et je pense que c'est sur ça qui te challenge aussi Microsoft, il faut le connaître. ouais, clairement. Et puis même, par exemple, si je raconte une petite anecdote dans la DP700, il y a une question maintenant, c'est une question sur un bout de code en KQL où, en fait, quand on fait un order by, c'est trié par ordre décroissant par défaut, en Mhm. fait. Et on pourrait croire que ça serait par défaut croissant. Et en fait, c'était ça le piège. Et ils mettent pas. En fait, c'est des petits trucs comme ça. Ouais, Voilà. Donc, des petits détails, quoi. ok. Et du coup, il te restait le bloc surveiller, optimiser, du coup, Oui, à présenter. surveiller, c'était vraiment plus surveiller, optimiser, etc. C'était vraiment orienté performance. Comment on peut optimiser la solution, que ça soit par exemple un data warehouse ou un Mhm. lakehouse, etc. Par exemple, je pense que data pipeline aussi, comment on va vérifier enfin, si tout a bien été exécuté du côté pipeline. Donc, il faut aller sur le hub de surveillance pour la pipeline. Par exemple, si on a une pipeline qui marche pas forcément, on a une erreur, on va regarder l'input Mhm. euh, pour regarder potentiellement s'il y a des informations sur la requête. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est comment aller surveiller en fait les éléments fabriques qui ont été lancés, comment optimiser la performance, parce que ça c'est un gros point, ça va revenir beaucoup, même sur de la requête, hein, même sur de la Mhm. requête SQL, on peut avoir un bout de code et nous demander si par exemple, moi j'avais un exemple, je sais plus exactement, je crois justement c'était sur du real time, où le Mhm. where fallait le passer juste après le project et non pas à la fin parce que c'était un élément qui permettait d'optimiser la performance. Donc Ok. voilà, il y a quand même des questions sur ce sujet-là, quoi. Est-ce qu'il te challenge aussi sur le Fabric Monitoring App avec la consommation de Euh, CU, etc. non. Non? Enfin, moi, j'ai pas eu de question. Non, justement, il te challenge un peu sur tout ce qui est monitoring, notamment des pipelines. Mhm. Voilà, d'aller voir un peu qu'est-ce qui peut bugger si une query elle fonctionne pas, etc. Mais pas sur la vue d'ensemble au niveau des capacités, etc. ou des métriques. Ok. Ok, ok. Je crois qu'on a une question d'Oumar qui demande la différence entre la DP600 et la 700. On y vient, Oumar, justement. On Ouais. va en parler. On a pris une petite slide dessus parce que, en effet, on savait que ça allait tomber comme question. Ok, super. Ben, écoute, très clair. On voit quand même c'est très complet et ça donne quand même une maîtrise de fabrique assez avancée, mais qui en reste, je pense, accessible si on est un peu pratiqué. C'est faisable, hein, clairement. Allez, je te laisse faire ton petit focus, du coup. Ouais, là j'ai mis un petit peu quelques concepts en fait que j'ai retrouvés dans la DP700
et qui sont peut-être importants à maîtriser. À côté, il y a une petite Mhm. photo d'architecture. On va pas forcément revenir dessus, mais c'était juste aussi pour vous montrer qu'il y a toutes ces nouvelles avancées en termes de shortcuts. Ce qu'il faut bien retenir en termes de shortcuts externes, donc je parle pas des internes. Internes, c'est pour récupérer, par exemple, des données stockées sur un lakehouse, etc. Là, des données, des shortcuts externes, il y a que 3 possibilités. C'est que des cloud providers. Soit on va avoir Mhm. du GCP sur du cloud storage, soit on va avoir du S3, les buckets S3 sur du Mhm. AWS, soit on va avoir du Azure Data Lake Gen 2. Mais voilà, après il y a toute la partie un peu mirroring. Moi, j'ai pas eu de questions spécifiques sur la partie mirroring, mais il faut comprendre un minimum le concept et pourquoi c'est utilisé aussi. Voilà, je pense que c'est encore, je sais même pas, mais je crois que c'est encore en preview. Le Il y a quelques mirroring? trucs. Ouais, Non, non, je sais plus. c'est certains connecteurs qui sont en preview, mais non, c'est plus en preview. Le mirroring lui-même n'est pas en preview. Ça dépend des connecteurs, en fait. Ouais. Ok, voilà, comprendre pourquoi ça serait utilisé et dans quelle situation. Ouais. Mais si on revient un peu sur les focus, voilà, médaillon, l'architecture en médaillon, donc bien comprendre ça vraiment avec la DP600, c'est déjà un peu introduit, mais ce concept de bronze, silver, gold, où en bronze on va aller récupérer la data de manière brute, le silver on va un peu transformer les données, redéfinir un peu les tables, etc., faire des transformations pour aller le déposer sur une couche gold qu'on va pouvoir connecter à un modèle sémantique. Notre couche gold, c'est un peu la couche où nos données sont plus ou moins prêtes à l'emploi et on peut directement venir brancher un reporting dessus pour les différents métiers, quoi. Mm. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est ça, la notion de médaillon est très importante, hein. Et pareil, le médaillon, on ne cessera de le répéter, mais c'est vraiment un terme marketing de base, hein, le médaillon, hein, parce que ça existe depuis toujours, d'avoir une zone où les données sont brutes, une autre zone où c'est un peu plus travaillé, et enfin, une dernière zone qui, elle, est vraiment dédiée à la partie reporting. Avant, on parlait de ODS, Data Warehouse, puis Data Mart. Pour des raisons obscures et d'éditeurs, maintenant on parle de médaillons avec le bronze, silver et gold, mais c'est toujours pareil. C'est juste que c'est plus sexy de dire c'est du bronze, gold, silver à des users qui ne sont pas métiers, que plutôt parler de table staging, d'ODS, voilà. Donc bon, maîtriser bien ces notions, c'est important. Ouais, bah clairement c'est ça, hein. Ouais. Et après, sur les autres concepts, alors deployment pipeline, donc ça, comme je l'ai dit, c'est important de comprendre comment ça se configure un peu dans Fabric. Ces concepts de versionning avec GitHub et Azure DevOps. Mhm. Les permissions et les rôles, en ça c'est fondamental ça de comprendre bien les permissions et les rôles dans Fabric. Même par exemple en dehors du côté rôle airbag, donc admin, contributeur membre, etc. Il y a le côté le sharing d'éléments Fabric. Donc Mhm. par exemple si on a du read all, voilà, c'est potentiellement de l'écriture en Spark, etc. Si on a du only Et ça, pareil, tu SQL, sais, l'item sharing, tu vois, c'est pas des trucs qui sont hyper démocratisés pour tout le monde, typiquement. Donc, on se pose pas trop la question et pourtant, tu vois, on est challengé dessus. ouais, il y a clairement, franchement, c'est un des sujets qui est bien retombé dans la certif. Et j'ai eu plusieurs questions par rapport à ça, je crois que même dans l'étude de cas, etc. Donc, Ah ouais, carrément. Ok. ouais. Ouais, d'accord. Mais j'aimerais bien faire un post sur le côté un peu. En fait, il y a beaucoup de choses en termes de sécurité où potentiellement on va avoir tout ce qui est rôle airbag. En Mhm. dessous, on va avoir le côté sharing. Et Ouais. en dessous, on va avoir vraiment les objets SQL, notamment Mhm. la mise en place du RLS, etc. Et en fait, il y a pas mal de concepts à ce niveau-là. C'est un peu, c'est pas très clair, c'est un peu fouillé, quoi. Donc, Ouais, complètement. Merde, hop, pardon, je suis avancé un peu trop. voilà. Ouais, ok, Oui, non, mais bah, après, déjà, la sécurité, en plus, comme tu dis, il y a plein d'endroits où on peut faire de la sécurité. On peut faire de la sécurité sur les espaces de travail, on peut faire de la sécurité sur vos modèles sémantiques, RLS, CLS, etc. On peut maintenant faire de la sécurité au niveau aussi, ben, alors pas des domaines, on peut faire de la sécurité au niveau du coup des tables, de OneLake, des warehouses, des lakehouse, et on peut vite s'y perdre. Et l'important, c'est pas de s'y perdre, justement, et de bien savoir à quel niveau
on met la sécurité pour bien optimiser aussi l'expérience utilisateur. Donc, challengez-vous dessus, essayez de bien comprendre cette grosse poupée russe qui est Fabric avec les différents niveaux de sécurité. Je pense qu'en effet, si tu fais un post dans ce sens, Bastien, ça en aidera plus d'un. J'aimerais bien, ouais. Ouais. Faut que je trouve le temps. Ouais, je suis sûr que tu feras un truc hyper quali. Et moi, tu vois, ce qui m'intéresse là, tu vois, c'est la partie Delta Lake, toute la partie V-Order, le vacuum, etc. Ouais. Cette partie-là, tu as été challengé dessus du coup aussi? Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'a pas mentionné depuis le début, mais en fait, il y a une grosse partie. On est challengé en fait sur la compréhension de l'architecture en fait, sous-jacente de Fabric, Mhm. notamment en fait toute cette partie en fait Delta Lake Mhm. et ce nouveau moteur transactionnel en fait qui est utilisé, qui provient de Databricks, etc., que Fabric a repris. Et ça, c'est un peu, moi je le vois clairement comme un élément un peu du futur qui va Ok. être repris par même d'autres solutions. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le SAP, bon, on va pas forcément parler de ça, mais tu sais, le SAP Business Data Cloud, où Mhm. ils font la connexion avec Databricks. Tout à fait. Et en fait, comment ils le font? Ils le font avec justement l'introduction du Delta Lake. Donc, c'est un Oui. concept qui va être repris, je pense, par pas mal de solutions dans le futur, etc. Donc, important, je pense, à comprendre, à maîtriser. Mais si on en revient à Fabric, on est challengé dessus sur l'assertif, notamment comment ça s'articule, le Data Lake, avec Mhm. les différents fichiers parquets qui sont écrits à chaque fois, le versionning, le time travel, qui permet de revenir à un état précédent. Voilà. Et après, il y a toutes les commandes, par exemple, de V-Order, de Vacuum Optimize, qui vont permettre justement d'optimiser la performance, que ce soit sur la lecture ou l'écriture, pour lire les données, quoi, ou les Ouais, écrire. carrément. Et ça aussi, pareil, hein, c'est des choses qui sont pas du tout, pour le coup, moi, je trouve un peu plus, moins accessibles. Parce que pareil, c'est pas non plus dans le quotidien de tout le monde. Donc, voilà. Mais, et j'ai l'impression quand même que cette DP700, elle permet d'aller toucher aussi le moteur même de Fabric. Toute la puissance de Fabric, ça permet d'aller travailler ces aspects-là. Parce qu'on connaît tous faire du Power Query, faire du TSQL, les data flow, on connaît tous, on sait tous le faire. Mais d'aller plus loin, d'aller toucher, d'aller le real time, d'aller faire du KQL par-dessus, d'aller optimiser nos PySpark, etc., on ne le fait pas nativement tout le temps quand on démarre avec Fabric. Et ce type de certif, ça pousse aussi à aller mettre la main sur ces éléments-là qui sont, je pense, la clé de voûte pour optimiser toute votre infrastructure, clairement. Donc, allez-y à fond et passez l'assertif, ça va vous apporter beaucoup de compétences. Au-delà du titre qui est très. C'est super, on est content, on a une certif, on a un titre, c'est top. Mais vous allez ressortir, je pense, compétent sur le sujet. Et c'est ce qui compte. Ouais, puis c'était comme t'as dit, en dehors du badge, etc., c'est aussi d'aller explorer aussi d'autres fonctionnalités ou élargir aussi un peu le panel de connaissances de certains sujets qu'on n'a pas l'habitude de travailler ou de voir, en fait. Parce que comme tu as dit, c'est explorer des choses qui sont des besoins spécifiques. Parce qu'au final, le Mhm. real-time, on n'en fait pas tous les jours, quoi. Exactement. Exactement. Bah moi, typiquement, j'en ai fait du real time pour aller écouter en temps réel ce qui se passait sur mon OneLake pour aller déclencher des opérations, tu vois. Mais pas pour faire du streaming de données, pour le stocker, pour aller activer quoi que ce soit. Donc, et tu vois, le calcul, j'en ai très, très peu fait. Et je pense que du coup, pour la DP700, je vais essayer de bien m'y mettre. Ouais. Puis là, on va le voir sur cette slide-là, mais ce que Microsoft fabrique, Microsoft, ils offrent pas mal de possibilités pour aller venir utiliser des jeux de données, des samples, etc. Sur le Mhm. real-time, ils offrent pas mal de choses. On peut directement se connecter. On n'a même pas besoin d'aller brancher un connecteur en Kafka, etc., etc. On a directement des samples qui s'occupent de l'intégration. Et en fait, c'est Mhm. des données en continu. Et après, on peut venir directement l'intégrer dans par exemple notre Event House, utiliser Event Stream pour gérer la donnée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites de la part de Microsoft pour nous faciliter l'apprentissage, en fait. Donc, Complètement. Et ça, tu as raison de le justifier, hein, c'est que, pardon, de le notifier, c'est que vraiment, il y a beaucoup de contenu, et là, Bastien, on va parler de tout le reste, hein. Il y a beaucoup de contenu gratuit. On a une communauté de fous sur Microsoft, une communauté française qui est très
très présente avec le Club Fabrique, le Club Power BI, des gentils développeurs de la data platform. On a plein de personnes qui communiquent dessus avec des ressources gratuites. Profitez-en, c'est une mine d'or pour vous. Et en plus, vous avez, en plus de ça, Microsoft qui vous met à disposition du contenu, eux aussi, avec des sandbox pour tester tout ça. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas nous dire, oui, ça coûte cher d'aller pratiquer, tester et tout. Non, vous avez tout à dispo pour le faire. Donc, faites-le. Faites-le. Ouais. Et du coup, pour les autres contenus, tu conseilles quoi, du coup, Bastien, pour te Ouais. préparer? Alors moi, je pense au niveau de la stratégie de préparation, déjà, le premier point, je pense, c'est d'être organisé et de planifier un petit peu sa préparation. Tout Parce à fait, tu as qu'avec raison. le travail, la vie de famille, etc., enfin, ça dépend des situations, mais ça peut vite devenir un peu compliqué. On peut vite se faire un peu submerger par le truc. Donc, essayer de planifier et d'organiser un peu des sessions, comme quoi vous révisez un sujet, une thématique, etc., etc. Après, vous, voilà, ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez un peu l'agencer. Donc ça, c'est le premier point. Et après, d'aller aussi pratiquer sur un environnement fabrique. Donc nous, c'est vrai que moi, j'ai de la chance parce que j'ai un environnement fabrique à disposition grâce à Delaware. Mais il y a aussi la possibilité d'aller faire un trial, une version d'essai sur Fabric. Donc il y a pas mal de tutos qui sont faits sur Internet par rapport à ça. Mais si j'en dis quelques mots, il suffit d'aller ouvrir un compte Azure, sur le portail Azure. Et une fois qu'on a fait la configuration nécessaire, on peut aller directement ouvrir une application Fabric et faire un trial dessus. Et ça nous sert à pratiquer parce qu'on a accès à pas mal de composants gratuitement, etc. Complètement. Et c'est vrai, tu as raison de le préciser, hein, on a les licences gratuites Trial, donc testez-le et faites-vous plaisir sur le sujet. Allez, Ouais. Attends, tac. alors, Ouais, tu voulais t'amener sur un truc ouais, sur les tests ouais, blancs? juste pour dire deux, trois petits mots par rapport aux ressources. On a un premier point où en fait on va avoir des ressources d'apprentissage dessus. On va pouvoir aller utiliser le Microsoft Learn par exemple, qui est pas mal, qui est bien parce qu'il permet d'expliquer pas mal de concepts clés de Fabric. Après, on aura toute la partie blog. Donc, je vais vous partager après quelques ressources de blog, mais on a pas mal de blogs qui sont faits, qui sont, qui sont publiés, notamment par la communauté Fabric, que ce soit en anglais ou en français. Il y a deux, trois experts anglophones où moi, j'ai bien aimé leur contenu. Ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai la partie vidéo YouTube. Donc, sur YouTube, il y a pas mal quand même de contenu sur Fabric. Il y en a un peu moins sur la DP700 parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, il faut un peu de temps avant que les gens voilà, ils créent du contenu par rapport à ça. Mais il y a quand même quelques séries qui sont en cours. En France, je sais pas, mais en anglais, en tout cas, il y a quelque chose. Après, vous pouvez aller sur une formation Udemy. Donc, j'ai pas regardé sur la DP700, il y avait quelque chose qui est sorti, mais sur Fabric, il y a pas mal de choses. Après, notamment LinkedIn, parce que LinkedIn, maintenant, c'est quand même un réseau pro où il y a pas mal de partage d'informations, de communication sur Fabric. Il y a des groupes Fabric qui sont créés. Il y a des personnes qui communiquent dessus, etc. Donc, je pense que c'est un outil à utiliser pour aller récupérer de la ressource, récupérer des infos et voilà. Après, le deuxième point, c'était autour des labs. Donc, quand je dis labs, en fait, c'est plus le côté pratique. Il faut pratiquer un petit peu ce que vous voyez. Donc, dessus, il y a le trial de Fabric, notamment ce que j'ai expliqué juste avant. Sinon, il y a les sandbox, comme tu as dit, sur le Learn. Donc, directement, vous pouvez aller sur Microsoft Learn. Il vous donne en fait une VM à disposition et vous pouvez pratiquer dessus. Et le dernier point, c'est les tests blancs examen. Donc, les tests blancs, je pense que quand on passe une certif, on passe tous par là. Il faut faire des tests blancs juste pour la structure. Juste la structure de l'examen, c'est aussi la même chose. Et ça vous familiarise aussi avec toutes les questions, le format de questions, ce qu'on attend de vous, etc., etc. Et dessus, on peut aussi retrouver des questions qui vont vraiment tomber lors de l'examen ou quelque peu modifiées, mais il y a des choses qui peuvent être reprises, etc. Donc, c'est aussi à aller voir, à aller étudier. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Enzo, mais Non, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez, en fait, on n'a pas d'excuse pour préparer ces certifications.
On a tout ce qu'il faut à disposition. Moi, Wizlab, j'aime beaucoup typiquement, mais je crois qu'ils ont un peu baissé en qualité. Mais les examens blancs, c'est vraiment ce qui vous permet d'entériner vos compétences et de les valider et d'y aller. Parce que la certif a un certain coût, malgré tout. Et ce serait Ouais, dommage de prendre 30 € parce que vous les mal préparé. Donc, dans tous les cas, il n'y a rien de perdu. Au mieux vous préparez, au mieux vous êtes sûr de la passer assertif et en plus, au mieux vous serez préparé à faire des projets fabriques. Donc faites-le à fond, préparez-la pardon, de manière assidue et vous aurez le petit badge, à afficher sur LinkedIn. ouais. Alors, au niveau des ressources, donc ça, moi, enfin, ce qu'on va faire avec Enzo, c'est qu'on va partager le Ouais. support, comme ça, vous allez pouvoir accéder. Ah, Voilà, ouais, on t'avait perdu Bastien, mais c'est bon, tu es revenu. c'est bon? Ok, Ouais. je suis de retour. Et dessus, on va retrouver un peu toutes les ressources officielles, donc le guide d'études, le Learn. Après, quelques blogs que j'ai mentionnés, notamment anglophones, mais qui sont vraiment pas mal de la part de personnes qui créent du contenu sur Fabric, où on va expliquer la différence entre la DP600 et DP700. Et après, j'ai mis quelques ressources YouTube, notamment Will, qui a fait une grosse série sur la DP600 Mmh avec des mh. vidéos très bien expliquées, etc. Donc voilà. Et après, par exemple, pour QBI, c'est quelqu'un je crois, qui est en Amérique et qui produit pas mal de vidéos Power BI, mais notamment sur du real time sur Fabric et des petites vidéos courtes, etc. Et ça m'a pas mal aidé sur la compréhension de cette expérience. Ouais, super et ça, on mettra tous les liens des personnes là-dessus parce qu'il y a un réel contenu, une réelle communauté aussi en Angleterre, enfin, anglophone pardon, qui marche beaucoup et d'ailleurs suivez-nous aussi sur les réseaux parce qu'on essaie de communiquer dans ce sens également. Ouais. Donc du coup là, un petit récap de la DP700 du coup, c'est ça, sur les conseils? Ouais, en fait, voilà, les quelques conseils spécifiques pour l'examen. Donc déjà, comme je l'ai dit, être bien organisé. Quand je dis être bien organisé, c'est dans les révisions, mais aussi lors de l'examen, prendre son temps de bien lire les questions, de pas aller trop vite, parce que des fois, en fait, on pense qu'on a la solution, mais en fait, on n'a pas vu un petit mot ou un petit piège. Il y a un autre élément que j'ai oublié de mentionner, je pense qui est important, c'est que la DP700 à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas disponible en français. Elle est disponible qu'en anglais. Donc, l'anglais, on a beau parler anglais, c'est pas forcément notre langue natale. Du coup, il faut toujours faire attention, bien lire. Ça, en fait, ça rajoute aussi une difficulté de faire attention de ne rien avoir oublié dans la question ou un élément important. Donc voilà, bien prendre son temps pour lire les questions, gérer son temps, parce que moi je l'ai fini, il restait 2 minutes. C'est la première fois que ça m'arrivait sur une certif MS. Donc voilà, regardez, à faire attention aussi. Yes. Et notamment aussi de ne pas hésiter en fait à marquer les questions. Quand je dis marquer les questions, c'est-à-dire de dire on revient dessus par la suite. Mmh mh. Voilà. Ouais. Et Si vous avez le temps voilà, de revenir dessus. Si vous avez le temps de si revenir vous avez dessus le donc. temps, ouais, clairement. Yes. OK, Et, super. voilà, et avoir la DP600 au préalable, enfin, c'est ce que je conseille, parce qu'il faut quand même une bonne compréhension de fabrique, ça rentre dans le Mmh détail. Donc, mh. la DP600, elle couvre aussi ce besoin-là. OK. Ouais, donc la PL300 ne permet pas d'y aller sereinement, quoi. Il faut vraiment passer à DP600 et ensuite, réviser et Ouais, potentiellement vous serez prêt à avoir l'assertif. ouais, c'est ça. Et après, j'ai mis quelques concepts, quelques domaines clés, notamment l'ingestion de données, l'utilisation de PySpark, parce qu'on a beaucoup de bouts de code en PySpark. L'expérience real-time, comme on l'a dit, et ne pas négliger la sécurité et la gouvernance, parce qu'on a pas mal de questions qui vont revenir dessus, notamment sur tout l'aspect sharing des éléments fabriques, etc. quoi. La configuration des espaces de travail aussi. Mmh mh. Donc voilà. Ce que j'ai noté par rapport à la DP600, on va le voir sur la prochaine slide. Bon, limite, on peut aller directement dessus. Ouais, allez, Voilà. hop. Par rapport à la question là, de tout à l'heure, justement, la différence entre la DP600 et la DP700. Moi, j'avais fait un petit post aussi sur LinkedIn en expliquant un peu j'avais fait un peu les différences de manière assez résumée entre la DP600, la DP700 et la DP203. Mais pour avoir un peu plus de détails, en fait, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est comme je l'ai dit que la DP600, elle couvre
un vaste ensemble des éléments fabriques, des expériences, des outils, etc. Alors que la DP700, elle est beaucoup plus focus sur une approche un peu pro-coding, où on va avoir aussi un focus sur certaines expériences, notamment le real-time, l'ingestion, le stockage de données. Par exemple, dans la DP700, j'ai eu aucune question sur l'expérience data science. Alors que la Mhm. DP600, j'ai eu une question sur la data science. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la DP600, moi j'avais trouvé qu'elle était un peu trop, à mon goût, orientée pour BI Mhm. modèle sémantique, Ouais. avec le direct lake, direct query, etc., en mode import aussi. Enfin voilà, pas mal de choses en termes d'utilisation de Power BI et son environnement dans Fabric. Alors que là, la DP700, il y a peu ou pas de Power BI modèle sémantique. Il y a très peu de questions par rapport à ça. On va Mhm. avoir potentiellement dans un contexte où on aura un peu l'écosystème Power BI, etc. branché en front, mais les questions se portent beaucoup plus sur la partie vraiment engineering des données, transformation de la donnée, les solutions d'ingestion, l'optimisation de performance, voilà. Il y a moins de questions, Ok, je vois. voilà. D'accord. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ouais, carrément. Donc, Oumar, je ne sais pas si ça répond à ta question, hein, mais gardez bien en tête que du coup, on est vraiment en avance de phase sur Power BI dans cette certification-là. On vous challenge vraiment sur la partie engineering, voilà, plus que les autres certifications. Donc, vos compétences ETL, ELT, vos concepts sont fondamentaux pour bien réussir cette certification. Donc, Oumar, Ouais. n'hésite pas à nous dire si c'est clair ou pas. Même Hop. si vous avez d'autres questions, pas Et je crois hésiter. qu'il restait du coup après, c'est le quiz, c'est ça? Ouais, petite session de questions-réponses. Je sais pas s'il y a des questions. Non, pour le moment, Euh, il y a pas de questions, donc je pense que tu fais très clair dans tes explications. Donc on va essayer Merci. de faire le quiz. Je sais pas si on a assez de monde ou pas pour qu'on puisse faire le quiz, mais c'est pas grave, on va quand même le faire et on va dérouler. Donc là, Bastien nous a gentiment préparé une petite session de questions-réponses. Donc, Bastien, on commence, hein, il nous reste un petit quart d'heure, donc on est dans les délais. Je te laisse faire la Ouais. première question. Tu veux que je prenne le partage ou tu laisses? Ouais, je laisse si tu veux, comme ça Ok. on va. Comme tu veux, comme tu le sens. Non, C'est toi qui comme décides. tu veux. Non, bah, Ah, on laisse, y a pas de souci. allez. Alors là, voilà, c'est un petit exemple de 5 questions qu'on peut retrouver potentiellement dans la certif. Donc les premières questions, ça va être des questions un peu plus générales, alors que les dernières, c'est vraiment des questions vraiment d'examen. La question 1, potentiellement, c'est un administrateur souhaite accorder à un data engineer la possibilité de gérer les tables et les fichiers dans lakehouse sans lui donner un accès administrateur finalement complet à Fabric. Quel rôle airbag est le plus approprié? Donc, pour rappel, le rôle airbag, c'est quelque chose qu'on va retrouver en termes de gestion d'accès, même sur Azure, dans l'écosystème MS en fait. Après, on a plusieurs types, etc. Il y a la AD, etc. Mais si on parle des solutions un peu analytiques, ça va être, ou même autres, ça va être les rôles airbag. Donc, la bonne réponse, ça va être contributeur. Donc, en fait, le Fabric Admin, c'est vraiment le rôle administrateur de Fabric. Le Capacity Admin, je ne sais même plus exactement c'est quoi exactement, mais je crois que c'est vraiment la personne qui va gérer un peu tout ce qui est capacité, pas loin du tenant. Après, on a le viewer. Donc, si on fait juste un petit récap au niveau des rôles, on a admin, membre, En contributeur. fait, le Fabric Capacity Admin, il est même pas dans les. En fait, c'est pas des rôles qu'on vient rétribuer Ouais, directement à une phase de travail, par exemple. ouais, c'est même Le pas un Fab... rôle airbag, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est même pas le rôle airbag en fait. Ouais, donc c'est vrai que par exemple là, ça peut être une question. Oui, la bonne Piège. réponse c'est ça peut être une question piège par exemple, parce Hum, que hum, là, c'est quel rôle airbag et le Fabric Capacity Admin, c'est pas un rôle airbag. hum. Et la bonne réponse, c'est ça, c'est contributeur, parce que contributeur, c'est ce qui va permettre justement de gérer les tables, les fichiers dans les chaos, notamment dans le contexte. Et petit point d'attention entre la différence entre membre et contributeur. Le membre, il peut notamment ajouter par exemple des personnes dans l'espace de travail. Et il peut aussi partager. En fait, il peut aussi partager des éléments.
alors que le contributeur, il est vraiment sur l'accès, la modification. Ouais. En fait, le membre, il peut même, de mémoire, créer des objets, fabrique les chaos, Dataflow, et cetera, mais pas les fichiers et les tables spécifiques à l'intérieur de ces éléments, je crois, hein. Une petite nuance comme ça à vérifier, tu sais, sur le Learn Ouais. Microsoft. Mais en effet, tu as raison sur le sujet. Ouais, ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça, c'est que faut bien regarder la doc, etc. Mais le membre, il a un rôle plus élevé que le contributeur. Le Mmh contributeur, mh. et voilà. Complètement. Allez, deuxième question. Deuxième question, ouais. Vous devez ingérer des données brutes en continu dans un lakehouse sur Microsoft Fabric. Quelle approche est la plus adaptée pour un flux de données en temps réel? Donc, Ouais. la bonne réponse, ça Alors c'était. on peut laisser répondre, hein, parce qu'il y a Ouais, ça Adèle va, ça qui va. joue, Pardon. donc on peut patienter un petit peu, mais là, OK, donc là, c'est bien parce que ta question, tu vois, je trouve qu'elle est, on parle de données brutes en continu. Alors tu orientes un peu avec la notion de temps réel derrière, mais on peut se demander, OK, comment on le fait? Donc hésitez pas à jouer avec nous dans le chat, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour tous apprendre, donc Adèle a eu la bonne réponse tout à l'heure. Donc on a un petit délai, donc on va laisser aller 10-20 secondes pour avoir des réponses. Je check Ouais. si j'en vois passer ou pas. Et ça, typiquement, toi, tu as eu beaucoup de questions sur cet aspect-là, toi, temps réel, flux continu, Bastien? Quand même, hein, j'ai quand même eu quelques questions par rapport ouais, à l'ingestion de données avec des données en streaming. OK. OK, OK. Bon, Notamment, j'ai eu une question, par exemple, pour ceux qui veulent savoir, c'était sur même l'API. Euh, l'API Graph L'API ou Spark, non, l'API Spark? Spark Structured Programming pour venir Ouais. ingérer des données depuis Kafka. Donc, c'était une Ah, OK. question, Ah, on off. regarde, très spécifique finalement. Et voilà, c'était une des questions. Il y avait plusieurs choix possibles. C'était la bonne réponse. Donc, Mmh. ouais, il y a des questions sur ça, quoi. Abdel propose la réponse B, donc utilisation de l'event stream et ingestion dans le lakehouse. C'est ça, c'est la bonne réponse. Alors, la question qu'on peut se dire, c'est que potentiellement, l'event stream, je rappelle, c'est un composant de l'expérience real-time engineering qui va permettre notamment de venir ingérer la donnée et d'effectuer des opérations de transformation de manière low-code, Mmh. clairement. Donc, pas besoin de mettre du CACQL pour l'instant. C'est vraiment pour aller récupérer la source et l'ingérer, notamment dans une destination. La destination, c'est ce qui est aussi bien à savoir, c'est que ça peut être un lakehouse, parce que de base, ça serait notamment un event house, qui est l'autre composant qui va venir, qui est le composant de l'expérience real-time intelligence, qui va permettre de stocker la donnée, notamment à travers une base de données qu'actuelle. Mmh. Mais on peut aussi venir stocker la donnée dans un lakehouse. Et ça, c'est aussi un élément à savoir parce que le lakehouse, pour rappel, c'est des données non structurées, semi et structurées. Donc, Mmh. voilà. Super clair. Allez, troisième question. Vous disposez Voilà. d'un espace de travail Fabrique, je la lis pour toi, hein. Vous disposez de Oui, t'as données raison, t'as raison. structurées. Vous devez lire les données à l'aide donc de TSQL, de KQL et Apache Spark. Les données ne seront écrites qu'à l'aide de Spark. Que devez-vous utiliser pour stocker les données? D'accord. Alors, on va vous laisser répondre, hein, mais je pense que ce qui est important ici, c'est la deuxième partie de la question, enfin, la deuxième ligne, je pense, qui va vraiment orienter le choix. Mais on va vous laisser répondre tranquillement. Donc ça aussi, là, on est plus sur des choix d'architecture, in fine, en fait, sur quel artefact on utilise pour quel usage. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est bien de le mentionner parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est ça, en fait. Au final, l'utilisation enfin, la DP700, elle couvre cet aspect-là, notamment des meilleures configurations possibles au niveau de l'architecture en termes de solutions dans Fabric. Ok. Donc c'est bien que tu le mentionnes. Pardon. Top. Anis qui nous dit le Lakehouse. Je présume que c'est la bonne C'est ça, réponse. ouais. J'aurais dit Ouais, Lakehouse aussi. c'est Ok. ça. Oumar aussi qui nous dit Lakehouse. Abdel aussi. Super. Et là, en fait, pourquoi on avait deux éléments, deux indices, c'était semi-structuré, et après c'était en fait de pouvoir aller requêter la destination avec plusieurs langages, notamment Apache Spark, qui est écrit en gros et
et qui est le langage de base pour faire du notebook sur le jeu Chaos. Nickel, super. Et gardez bien en tête que le data mart ne permet pas de stocker des données semi-structurées. L'event stream, c'est pas un artefact qui stocke de la data. Enfin, en tout cas, c'est plutôt une expérience ou une fonctionnalité. Et le warehouse ne sait en théorie que stocker de la donnée structurée, donc au format table, ligne et colonne, pas plus à moins. Il n'y a que le lakehouse dans Fabric qui sait aller ingérer et stocker de la donnée semi-structurée ou non structurée. C'est le fameux data lake, lakehouse maintenant, la contraction des deux environnements. Allez, avant-dernière question, je te laisse la dire, Bastien. Ouais. Alors, vous devez disposer d'un espace de travail Fabric qui contient un flux d'événements nommé EventStream 1. EventStream 1 génère des événements dans une table dans un lakehouse. Vous devez supprimer les fichiers datant de plus de 7 jours et qui ne sont plus utilisés. Quelle commande devez-vous exécuter? Donc ça, c'est une question d'examen. Clairement, c'est une question qu'on peut retrouver dans l'examen et ça fait appel à tous ces concepts de Delta Lake et de commandes qui peuvent être utilisées notamment pour venir optimiser de la perf, clairement. Enfin, Hop. voilà, On va perf voir, ou autre. on va voir si on a une réponse. Elle est un peu plus technique, Ah, elle est plus celle-là. technique, Ouais. clairement. Au hasard, je dirais, bon, on est en décalage, donc je dirais le vacuum, mais enfin pas au hasard, mais je dirais le vacuum, mais sans certitude. Ouais, c'est ça. C'est la bonne réponse. Ouais, on a Giovanni qui donne la bonne réponse. Jonathan aussi. Ouais. Super. Samuel qui nous dit contributeur, mais je pense que le message est arrivé un peu en retard. C'était la première. Je pense que le message est arrivé en retard. Ouais, Jonathan et Giovanni, bravo. Le vacuum, peut-être un petit mot à dire sur ce sujet, Bastien? Ouais, alors en fait, je vais pas rentrer en détail parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais notamment, en fait, la commande vacuum, elle permet de supprimer les fichiers parquet, de les supprimer, en fait, des métadatas du Delta Lake. En fait, ce qu'il faut Ok. comprendre, c'est qu'à chaque fois, en fait, qu'on écrit une table, enfin, à chaque fois qu'on fait une modification dans une table, dans un lakehouse qui est stocké, par exemple, en Delta Table, on va aller venir écrire un nouveau fichier parquet à chaque fois. En fait, c'est du versionning. Et le seul élément à comprendre, c'est que notre table, elle se base sur le dernier fichier parquet. Et en fait, les autres, c'est des fichiers qui sont toujours là, mais qui sont obsolètes et qui ne sont pas repris. Et sauf que ça prend quand même de la place, etc., etc. Et le vacuum, ça sert à ça. En fait, ça sert à supprimer ces fichiers parquets qui sont devenus obsolètes. Et pour la petite info, par défaut, c'est 7 jours. Par Ouais. défaut, en fait, c'est 7 jours qu'on est supprime. Et je crois qu'en plus, vacuum en anglais, ça ne veut pas dire aspirateur ou un truc du genre. Donc, vous pouvez du coup faire le petit lien en disant bah, ok, je veux nettoyer, un coup d'aspi, c'est le vacuum. Alors, c'est pas écrit pareil exactement, mais le petit mémo technique, du coup, j'ai d'y penser là, vous pouvez faire ça. Ouais, pas mal. Allez, dernière question. Vous disposez d'un espace de travail Fabric qui contient une solution Real-Time Intelligence et un Event House. Les users signalent que depuis l'explorateur de fichiers OneLake, donc le petit explorateur qu'on installe sur son poste, ils ne peuvent pas voir les données de l'Event House. Vous activez la disponibilité OneLake pour l'Event House. Qu'est-ce qui sera copié sur OneLake? Donc le but, c'est de pouvoir consommer et voir les données qui transitent dans la partie Event House et la voir dans votre OneLake. Donc, quelle réponse est la plus adaptée? Alors, je découvre en même temps que toi, donc je vais lire aussi les réponses et essayer de trouver. Je mets le petit challenge. Franchement, ouais, et même pour information, cette question, c'est pareil, c'est une question d'examen et elle est piégeuse. Elle est clairement, il y a un gros piège dedans. Et en fait, c'est pour vous montrer aussi la difficulté de la DP700 sur certains aspects. Donc voilà. En fait, la bonne réponse, elle se situe dans la doc de Microsoft, sur Ok. une seule ligne dans toute la doc. C'est ça le piège. Et, et voilà. Ok, alors moi je vois le truc en me disant qu'il y a seulement les nouvelles données qui sont ajoutées à l'Event House, je dirais. Seulement les nouvelles données, mais parce que je me dis, est-ce que cette option vient te recopier tout ce qui a été fait avant et ouais, Ouais, bah, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais donner directement la ouais, réponse, mais tu as totalement raison. C'est ça.
c'est seules les nouvelles données ajoutées à l'event house. Et en fait, Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, quand on va se connecter, on va activer l'availability côté One Lake Explorer. En fait, par défaut, ça copie uniquement les nouvelles données. Sauf qu'en fait, on peut cocher et choisir notamment les tables qu'on veut, qui sont déjà d'accord. qui sont dedans. Et en fait, c'est juste un module une fonctionnalité à cocher. Mais de base, en fait, par défaut, c'est seules les nouvelles données. Et en fait, c'est ça Ok. le piège, c'est que potentiellement, en fait, bah, Tout ce que tu as voilà, fait on avant, a tu l'as pas en fait aussi. Ouais. exactement, tu l'as pas. Mais tu peux l'avoir si tu sélectionnes la case à cocher, quoi, directement dans l'interface fabrique. Et en Ok, fait, c'est ça le petit piège, quoi. ok. Bah écoute, super clair. On sortira moins bête de ce live. Bah écoute, c'est super. Et Giovanni avait encore trouvé la réponse. Donc bravo, Giovanni, pour ton assiduité et pour la qualité de tes réponses. Ouais, bravo. Bastien, on arrive à la fin de ce live. Merci Ouais. beaucoup pour ton temps, encore une fois. Bah, merci à toi aussi pour l'invitation et bah, pour aussi tout le partage que tu fais sur Fabric, hein. C'est important à mentionner. Ben écoute, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que je suis pas le seul à le faire, donc et tu le fais aussi, on le fait tous, bien ou du moins on essaie de le faire bien, donc c'est génial de voir des personnes comme toi qui s'engagent sur la communauté, donc n'hésitez pas, je le répète, hein, mais à suivre, Bastien, il fait du très beau contenu. Donc nous d'ici là, enfin en tout cas pour ma part, je vais continuer à préparer la DP 700 de mon côté et avec Bastien, on va essayer de se retrouver très rapidement, sûrement en mars ou en avril pour vous faire un live, je pense cette fois-ci pas sur les certifs, mais plutôt voilà, sur comment optimiser un peu du fabrique, quel artefact choisir. On va trouver le sujet. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On essaiera de les traiter dans un prochain live. Bastien, je te Ouais. souhaite un très bon appétit. Je sais que tu avais faim en plus. Donc, Ouais. un très bon appétit à toi, très bon appétit à tout le monde et on vous dit à très bientôt. Au revoir tout le Ouais. monde. Merci. Merci à tous. Au revoir.